je vais faire un spectacle d'hypnose. Ça m'a pris 2 ans, mais je viens d'en terminer l'écriture et ça n'aura mais absolument aucun rapport avec tous les autres spectacles d'hypnose. Là, il s'agira d'une sorte de rêve éveillé, un vrai voyage en pensée. Alors, si vous voulez être tenu au courant de la progression de ce projet, et puis surtout, le 21 avril, je vais lancer un financement participatif. Donc, si vous avez envie d'avoir, eh bien, je sais pas moi, des places en avance, la vidéo de ce spectacle hypnotique, eh bien, allez voir déjà le teaser, hein, qui est le teaser, ça, c'est un bon anglicisme, la vidéo qui est sur le site de Ulule. Je mets le lien en description. Là, vous pourrez tout simplement aussi renseigner votre email et ce sera l'occasion pour moi de vous envoyer chaque semaine des hypnoses inédites pour dormir ou pour se déstresser sous forme de MP3. C'est un peu ma manière à moi de vous dire tout simplement merci pour l'intérêt que vous manifestez à l'endroit de mon projet. J'espère que ça va marcher. C'est pas un changement de vie pour moi parce que c'est une prolongation de ce que je fais, apporter l'hypnose à tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est cher. Alors je compte sur vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager la vidéo dont je vous ai parlé. Je croise les doigts, je croise les doigts, je croise les doigts. Allez, on entre dans le vif du sujet de cette lecture hypnotique. Si vous demandez à un éditeur le secret d'un best-seller, il vous dira « Bah, si seulement on savait. » Il pourrait dire « Bah, si seulement on savait, ma bonne dame. » ou « Bah, si seulement on savait, mon bon monsieur. » Ce serait la même chose. Il y a une sorte de secret caché, on dirait, autour de l'alchimie qui fait qu'à un moment, un livre connaît le succès. Mais à défaut d'aller chercher ce secret chez les éditeurs, je crois qu'on peut le demander à Paulo Coelho, qui, lui, doit avoir absolument ce secret, puisqu'il a quand même vendu 85 millions d'exemplaires de son livre L'Alchimiste, qui est sorti fin des années 80, et 350 millions de livres en tout. Hein. C'est des chiffres à rendre jaloux Jésus avec son best-seller que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de publicité. Alors Coelho, on adore ou on déteste. Mais à mon avis, force est de retenir 2 choses. Premièrement, c'est le livre qui m'a été le plus demandé après Le Petit Prince. Tout le monde a lu L'Alchimiste et presque tout le monde l'a aimé. Et puis, deuxièmement, il fait partie pour moi de ce qu'on peut appeler les livres générationnels, c'est-à-dire des livres comme Les Nourritures terrestres de Gide ou Le Petit Prince dont on parlait à l'instant ou le Siddhartha de Hermann Hesse, qui savent capter quelque chose dans l'air du temps et correspondent intimement à l'aspiration secrète de nos sociétés. Alors, Coelho fait feu de tout bois. Il utilise dans ses textes toutes les religions, tous les courants philosophiques, le mysticisme, le spiritisme, la méditation, le surnaturel, l'ésotérisme. Et ce que j'imagine, c'est qu'à un moment où l'intérêt pour les religions diminue, eh bien, peut-être que le besoin de spiritualité, lui, n'a pas diminué, au contraire, et que ce texte-là a su répondre à cette fibre, à cette corde particulièrement vibrante dans nos sociétés. Mais allez, place à l'hypnose. Vous allez dormir ou vous détendre comme jamais. Ah oui, et puis bien sûr, pour le teaser, la vidéo, faites-le maintenant. Parce que sinon vous serez complètement flagada après cette séance. Allez, on y va. Et maintenant, tu vas pouvoir plonger progressivement en transe. Tu n'as rien à faire pour parvenir à l'hypnose. Seulement à te laisser porter par mes mots sans effort. Et si tu pouvais, comme Mary Poppins, sauter dans un livre et te retrouver projeté dans un autre monde. Et si... Non, il n'y a pas de « et si ». L'imagination est faite pour ça et l'hypnose dans laquelle je vais t'accompagner va donner vie et sens à ce monde. À ton rythme. Toujours à ton rythme. Ton corps restera de ce côté, bien sûr, de plus en plus calme et immobile, mais ton esprit, lui, franchira les pages du possible. Ensemble, nous allons créer le réel. Nous cheminerons portés par les mots sacrés, les mots justes, ceux qui gardent encore en eux un peu de la magie originelle. Je les connais, ces paroles.
qui vont te faire entrer en transe toujours davantage. Pour ce qui est des univers qui naîtront dans ton esprit, c'est le rêveur qui s'en occupera. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. D'autres parlent d'inconscient, de subconscient ou de ça. Et cela n'a pas d'importance car, à l'instant même, alors que tu écoutes ces paroles tout en te croyant parfaitement conscient, déjà il s'est emparé du titre de l'ouvrage, l'alchimiste, et à grands traits d'esquisse, il dessine le lieu futur de ton hypnose. Déjà le songe se prépare en toi. Mais d'abord le voyage en toi-même, de plus en plus profondément en toi-même à mesure que file le temps et les mots vers l'imaginaire, c'est ton unique cap. Tu sais, tu n'as même pas à y prendre garde. Tu peux te laisser complètement porter si tu le veux. Tu peux regarder mes mots passer à la fenêtre du train de tes pensées et déjà te sentir plus songeur, plus méditatif, plus détaché surtout de l'horizon du quotidien. As-tu remarqué que certains de ceux qui ont précédé se sont déjà effacés, comme si tu avais commencé à être ailleurs? Ou donc, je crois que tu connais la réponse. Plus proche des mondes flottants, plus proche de toi-même, plus proche de l'hypnose. Observe ce corps qui se relaxe tout seul et dont la respiration régulière t'emporte toujours plus loin dans le voyage de l'esprit. Laisse-lui prendre 2 respirations. Comme ça, tout simplement. Que son souffle devienne encore plus lent et doux. L'as-tu déjà perçue? Elle est si mince, fine et longue, presque invisible, la chaînette argentée qui seule attache la légèreté de ta psyché à l'enveloppe engourdie abandonnée sur ce fauteuil ou ce lit dérivant vers une relaxation de plus en plus grande. Oh, le joli mot de psyché, qui comme un encensoir répand les plus subtiles évocations, celles qui vont te faire voyager encore plus loin au centre de toi-même, vers l'hypnose, toujours plus loin. La psyché, c'est ton esprit pensant qui s'éloigne sur le chemin lumineux de l'imaginaire. Psyché, comme dans le mythe d'Héros, c'est Psyché. Je me souviens de ton nom, je me souviens de ton histoire aux princesses, je la rêve en ces mots. Mortelle, ta beauté n'aurait pas dû éclipser celle d'Aphrodite. Pour te punir, elle envoya son fils, le dieu ailé, armé de ses flèches. Désobéissant, de toi il s'est pris. Tu trahis sa confiance, hélas, ainsi qu'en témoigne Apulée dans ses métamorphoses, et tu dus affronter de nombreuses épreuves avant de pouvoir regagner son amour et goûter avec lui au nectar, à l'ambroisie, à la divinité. Passé ton apothéose, on raconte que Zeus t'offrit des ailes de papillon, comme celles de l'espèce à qui tu devais donner ton nom, Psyché. Toi qui m'écoutes, toi aussi ta psyché a des ailes. Contemple les pensées légères qui s'envolent sur les courants aériens de mes mots, alors que le corps lourd s'enracine de plus en plus dans la pesanteur immobile et engourdie d'une méditation tranquille. Laisse ton inconscient faire briller pour toi l'ovale de l'un de ces grands miroirs que l'on appelle aussi psyché, et déférence gardée envers Alice, traverse-le, comme ça simplement, sans te poser de questions. Ce que tu y trouveras de l'autre côté, c'est une bibliothèque merveilleuse, une bibliothèque infinie. Sache que tous les livres écrits ou qui auraient pu être écrits s'y trouvent, et chaque page de chaque ouvrage peut ouvrir la porte d'une myriade de mondes, tous les univers dans un seul endroit, tous les rêves dans un seul esprit, le tien. Tu entres encore plus en transe. Quelque part dans un de ces rayons, l'on peut même trouver le livre de ta vie. Voici ce qu'on pourrait y lire. Quand il avait commencé à entendre ces mots, il ne s'attendait pas à aller aussi loin. Où exactement, cela restait à préciser. L'endroit semblait changer du tout au tout à chaque instant. Ce qui ne changeait pas, c'était le corps dont les yeux se fermaient, la respiration se ralentissait et semblait de plus en plus endormie. À chaque fois qu'il les réentendait, la transition se faisait plus rapide. Tu es en transe. Ces mots, il les sentait qui l'engourdissaient. Tu es en transe. Le corps seulement plus lourd, tu es en transe. L'esprit, lui, au contraire, semblait gagner en légèreté. Tu es en transe. En pensée, il avait traversé un mystérieux miroir pour se retrouver dans une bibliothèque encore plus mystérieuse.
Il aurait pu y trouver l'histoire de sa propre vie et, comme dans une mise en abîme, s'y lire lisant le livre qu'il tenait. Comme dans l'histoire sans fin, tu es en transe. Les mots ne servaient plus à rien car, même lorsqu'il cessait de les entendre, il les vivait dans sa chair. Tu es en transe. Oui, il le savait déjà. Sortons de cette boucle, veux-tu, et retrouve-moi dans l'une des allées de cette Alexandrie de papier. Tends le bras et sur le premier rayon, saisis le livre qui t'y attend, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il ouvre pour toi ces pages et un monde qui va se développer comme un rêve tout autour de toi sur les briques des mots que tu entendras. Prologue. L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur. Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Et il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinité des bois, étaient venus au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. « Pourquoi pleures-tu » demandèrent les Oréades. « Je pleure pour Narcisse » répondit le lac. « Voilà qui ne nous étonne guère, dirent-elles alors. Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. »« Narcisse était donc beau ?» demanda le lac. « Qui mieux que toi pouvait le savoir ?» répliqua les Oréades surprises. « C'est bien sur tes rives tout de même qu'il se penchait chaque jour. » Le lac resta un moment sans rien dire, puis « Je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que, chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. » Voilà une bien belle histoire, dit l'alchimiste. Et c'est ainsi que commence cette rêverie, par un mythe, par celui bien connu de Narcisse. Et peut-être pouvez-vous laisser se créer autour de vous déjà ce lac, cette expérience du lac, la présence de ces nymphes, les Oréades, et de ce lac profond, comme peut-être la tristesse. Mais autour de vous, c'est un spectacle malgré tout relaxant qui va pouvoir se former, se nourrir de chacun de vos sens. Et oui, les images qui vont pouvoir se préciser, l'eau pure de ce lac, la végétation autour, la forêt, les arbres. Et puis cette vision merveilleuse de ces nymphes, créatures immortelles qui peuplaient alors les bois et qui peuplent maintenant notre imagination et nos livres. Et peut-être pouvez-vous aussi imaginer quelque part l'alchimiste, cette figure secrète, mystérieuse, cette personne, l'alchimiste, qui sait mêler la science et les symboles, la foi, le travail sur soi, pour créer une immortalité, une perfection sur terre, transformer le plomb en or, créer la pierre philosophale. Et ce n'est pas tout, car c'est une recherche intérieure que celle de l'alchimiste. Et c'est celle que l'hypnose aussi va t'amener à avoir, à mesure que le lac va se préciser, ce lieu magique. Tu te sentiras de plus en plus en transe, de plus en plus relaxé. Première partie. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps et un énorme sycomore avait grandi à remplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine
et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois une bête s'était enfuie et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir, et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. « J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, » pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente, et de nouveau s'était réveillé avant la fin. Comme il suffit de peu d'ingrédients pour créer un monde, et un monde mythique avec cela. J'invite votre inconscient, encore une fois, à le laisser s'ébaucher comme cela. Un berger, une église abandonnée, lui servant de bergerie, de refuge. La nuit, la voûte étoilée, la voie lactée. Et il y a dans tout cela déjà l'évocation des symboles. Le symbole d'une vie plus proche de la nature, peut-être plus réelle, plus authentique, différente en tout cas, de celle que nous menons, plus aventureuse, différente chaque jour, au contact des bêtes. Et puis, une perception du temps différente, comme l'est la perception du temps maintenant pour vous, alors que l'hypnose s'installe de plus en plus et la transe devient de plus en plus profonde. Un temps pour lequel on peut prendre le temps de prendre son temps, un temps calme, lent. Être en contact avec le monde, la nature, les plantes et les bêtes, être en contact avec soi, mais aussi en contact avec la littérature. Et j'aime cette image de ce livre qui aurait dû être plus gros, pour lire davantage, bien sûr, mais aussi pour faire un meilleur oreiller. Et c'est un peu cela, les lectures hypnotiques. Des hypnoses plus longues pour être certain de trouver le calme ou le sommeil au bout. Alors, au fur et à mesure, les images, les sensations se précisent. Et à chaque fois que tu referas cette séance, que tu écouteras cette lecture, tu remarqueras d'autres détails. D'autres détails dans cette église abandonnée. Tu ressentiras de nouvelles sensations, de nouvelles idées à voir ce sycomore qui la traverse. Et tu pourras voir de nouvelles étoiles scintiller dans le ciel et sentir qu'à chaque fois le parcours sera différent, car à chaque fois tu seras différent au moment de l'hypnose. Et parce que les mots de Coelho, comme les miens, donneront la matière, l'inspiration à ton esprit inconscient pour créer le monde qu'il te faut, pour entrer de plus en plus en transe et être de plus en plus calme. As-tu observé comme le corps, là, dans le lit ou peut-être installé sur une chaise, devient de plus en plus calme, de plus en plus relaxé, la respiration si tranquille, absorbé dans une méditation douce, bercé par les mots, bercé aussi par cette évocation belle de l'Andalousie, de cette église, de ce berger, de ces moutons, de son livre. En fait, le décor est important, car c'est lui qui s'installe en toi, en cela qu'il est le reflet de ce dont tu as besoin. Alors s'infuse en toi donc tout le calme, toute la relaxation, toute la sérénité nécessaire. Il se leva et but une gorgée de vin, puis il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience, comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ces moutons qui, depuis 2 ans, parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires.
se dit-il à voix basse. Puis, après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton, en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi leur lisait-il parfois certains passages des livres qu'il avait marqués, ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne, commentait les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes ou par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autres sujets de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver 4 jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait amené son troupeau. « J'ai besoin de vendre un peu de laine, » dit-il au commerçant. La boutique était pleine, et le commerçant demanda au berger d'attendre jusqu'en début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tira un livre de sa besace. « Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres, » dit une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type même de la région d'Andalousie, avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants morts. « C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres, » répondit le jeune berger. Ils restèrent à bavarder plus de 2 heures durant. Elle dit qu'elle était la fille du commerçant et parla de la vie au village où chaque jour était semblable au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalousie, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé. Il était heureux de n'être pas obligé de toujours converser avec ses brebis. « Comment avez-vous appris à lire ?» vint à demander la jeune fille. « Comme tout le monde, » répondit-il, « à l'école. »« Mais alors si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger ?» Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continua à raconter ses histoires de voyage, et les petits yeux mauresques s'ouvraient tout grands ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finît jamais, que le père de la jeune fille demeurât occupé longtemps encore et lui demanda d'attendre pendant 3 jours. Il se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait encore jamais éprouvé jusqu'alors, l'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva finalement et lui demanda de tondre 4 brebis. Puis il paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. Ici, dans ce livre, tout est symbole. Le berger connecté à la nature, son envie de la ville, devenir sédentaire pour une jeune femme, l'envie d'être amoureux que nous avons tous, de partager des choses, de se sentir unis. Alors j'aimerais qu'à cette douce relaxation, à cette sérénité, eh bien s'ajoute un tout petit peu du plaisir que l'on a échangé avec un être cher. Quelqu'un que l'on aime d'amour, ou quelqu'un à qui on est lié, quelqu'un que l'on apprécie. Sentir que l'on importe, sentir que l'on est vraiment vu par la personne en face de soi. Sentir que chacune des paroles atteint non seulement les oreilles mais l'esprit et aussi le cœur, et que chacune de ces paroles y restera gravée, car elle est le signe d'un lien encore plus profond et encore plus durable, et rien ne peut l'effacer. Observez comme le corps se détend sous l'effet de l'hypnose, et des évocations qui deviennent à chaque fois des invitations au changement, et qui créent de plus en plus à la fois une transe de plus en plus profonde, mais aussi une paix, un agrément, une douceur à être, une douceur à vivre.
Et ne t'étonne pas si dans la vie, eh bien, cela se manifeste aussi. Si tu vois davantage de choses belles dans ta vie, si tu portes davantage d'attention aux choses et aux êtres et aux atmosphères, il n'y a rien de plus important que l'atmosphère, car c'est l'union des 5 sens, et c'est l'âme d'un lieu, l'âme d'une relation. Et tu sens progressivement la transe qui s'installe toujours de plus en plus en toi. Il ne manquait plus maintenant que 4 jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité et en même temps plein d'incertitudes. Peut-être que la jeune fille l'aurait oublié. Il ne manquait pas de berger qui passait par là pour vendre de la laine. « Peu importe, dit-il, parlant à ses brebis. Moi aussi je connais d'autres filles dans d'autres villes. » Mais dans le fond de son cœur, il savait que c'était loin d'être sans importance, et que les bergers, comme les marins ou les commis voyageurs, connaissent toujours une ville où existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté. Alors que paraissaient les premières lueurs de l'aube, le berger commença à faire avancer ses moutons dans la direction du soleil levant. Ils n'ont jamais besoin de prendre une décision, pensa-t-il. C'est peut-être pour cette raison qu'ils restent toujours auprès de moi. Le seul besoin qu'éprouvaient les moutons, c'était celui d'eau et de nourriture. Et tant que leur berger connaîtrait les meilleurs pâturages d'Andalousie, ils seraient toujours ses amis, même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres, faits de longues heures qui se traînaient entre le lever et le coucher du soleil, même s'ils n'avaient jamais lu le moindre livre au cours de leur brève existence et ignoraient la langue des hommes qui racontaient ce qui se passait dans les villages. Ils se contentaient de nourriture et d'eau, et c'était en effet bien suffisant. En échange, ils offraient généreusement leur laine, leur compagnie et, de temps en temps, leur viande. Si d'un moment à l'autre je me transformais en monstre et me mettais à les tuer un par un, ils commenceraient à comprendre qu'une fois le troupeau déjà presque tout entier exterminé, pensa-t-il. Parce qu'ils ont confiance en moi et qu'ils ont cessé de se fier à leurs propres instincts. Tout cela parce que c'est moi qui les mène au pâturage. Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. L'église avec ce sycomore qui poussait à l'intérieur était peut-être hantée. Était-ce pour cette raison qu'il avait encore refait ce même rêve et qu'il éprouvait maintenant une sorte de colère à l'encontre des brebis, ses amis toujours fidèles? Il but un peu de vin qui lui restait du souper de la veille et serra son manteau contre son corps. Il savait que dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. La chaleur durait jusqu'à la nuit et pendant tout ce temps, il lui faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps, songeait-il alors, et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de 2 années passées à parcourir les plaines de l'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie, voyager. J'aimerais laisser quelques instants pour que ces mots, ces évocations fassent leur chemin en toi, que tu puisses ressentir les clés de cette sagesse si simple, l'acceptation des charges, l'acceptation de la vie et en même temps l'envie de nouveauté. Peut-être s'agit-il finalement des 3 ingrédients principaux pour être heureux. Être bien présent à ce que l'on fait et pourtant souhaiter le voyage et accepter les contrariétés comme les contrepoints d'autres moments heureux, comme aussi peut-être la possibilité de changement. Et ne t'étonne pas si ta manière de voir ta vie change aussi
progressivement. C'est l'intérêt de l'hypnose, de rendre plus fluides les pensées, de savoir cultiver en soi aussi des éléments de sagesse simple qui guident, protègent et font prospérer l'âme. Il avait l'intention, cette fois-ci, d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau comme des moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie. Mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde. Et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles. Mais il reste toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs ou le teint foncé, mais sont semblables aux hommes de notre village. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, répliqua le jeune homme. Ces hommes, quand ils voient nos champs et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours, poursuivit le père. Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, dit alors le fils, car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein leur poche, dit encore le père. Chez nous, seuls les bergers peuvent voir du pays. Alors je serai berger. Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait 3 vieilles pièces d'or espagnoles. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde, jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est plus digne d'intérêt et nos femmes les plus belles. Et il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lui aussi l'envie de courir le monde, une envie qui vivait toujours en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger. Me revient ce poème, cette chanson aussi célèbre. Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. Et c'est peut-être cela, le destin de nos vies. Faire le plus grand des voyages. Partir de l'enfance et de l'évidence de nos désirs, aller loin, parcourir de nombreux chemins dans notre vie, pour ensuite redevenir ce que nous avons toujours été et s'en trouver satisfait. C'est peut-être aussi cela, l'union qu'il faut rechercher, le plaisir de l'instant et la joie du voyage, la joie d'être tout simplement là où on est. Et peut-être peux-tu laisser revenir à ton esprit des moments qui comptent, moments de voyage, moments de vie, petits ou grands, qui vont célébrer en toi le plaisir de la vie. D'une manière peut-être timide au départ, et ensuite de plus en plus grand. Alors laisse cela progresser pendant que progresse la lecture. L'horizon se teinta de rouge, puis le soleil apparut. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes, mais aucune ne pouvait égaler celle qu'il attendait à 2 jours de là. Il possédait un manteau, un livre qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important, toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il se serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. Comment peut-on aller chercher Dieu au séminaire, se demanda-t-il tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible,
Il tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église, alors qu'il était pourtant passé par là tant de fois. Le monde était grand, inépuisable, et s'il laissait ses moutons le guider, ne serait-ce qu'un peu de temps, il finirait par découvrir encore bien des choses pleines d'intérêt. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils parcourent de nouveaux chemins tous les jours. Ils ne s'aperçoivent pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes, car ils n'ont d'autres préoccupations que la nourriture et l'eau. Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde, pensa le berger, même pour moi, qui n'ai plus d'autre femme en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait à Tarifa avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait échanger son livre contre un plus gros volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser, couper les cheveux. Il devait être fin prêt pour retrouver la jeune fille, et il ne voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fût arrivé avant lui, avec davantage de moutons, pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante, songea-t-il, en levant à nouveau son regard vers le ciel tout en pressant le pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Tarifa une vieille femme qui savait interpréter les rêves. Et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois. Ah, rêver sa vie et se laisser porter par ce rêve, le suivre autant qu'il le faut, et se laisser guider par l'évocation de ces lignes, jusqu'à la sérénité la plus complète, presque un sommeil, un entre-deux entre la veille et le sommeil, et sentir aussi quelque chose en soi progresser. On peut lui donner bien des noms, mais peut-être est-ce ce que l'on appelle la sagesse, qui sait se nourrir des échecs comme des réussites, et qui sait se nourrir aussi des rêves. La vieille conduisit le jeune homme au fond de la maison dans une pièce séparée de la salle par un rideau en plastique multicolore. Il y avait là une table, une image du Sacré-Cœur de Jésus et 2 chaises. La vieille s'assit et le pria d'en faire autant. Puis elle prit entre les siennes les 2 mains du garçon et se mit à prier tout bas. Cela ressemblait à une prière gitane. Il avait déjà croisé bien des gitans sur son chemin. Ces gens-là voyageaient eux aussi, mais ils ne s'occupaient pas de moutons. Le bruit courait qu'un gitan, c'était quelqu'un qui passait son temps à tromper le monde. On disait aussi qu'ils avaient un pacte avec le démon, qu'ils enlevaient des enfants pour faire d'eux leurs esclaves dans de mystérieux campements. Quand il était tout petit, le jeune berger avait toujours été terrifié à l'idée d'être enlevé par les gitans, et cette peur d'autrefois lui revint tandis que la vieille lui tenait les mains. Mais il y a ici une image du Sacré-Cœur de Jésus, pensa-t-il en essayant de se rassurer. Il ne voulait pas que sa main se mît à trembler et que la vieille s'aperçût de sa frayeur. En silence, il récita un autre Père. « Intéressant, » dit la vieille, sans quitter des yeux la main du garçon, et à nouveau elle se tut. Celui-ci se sentait de plus en plus nerveux. Ses mains se mirent à trembler malgré lui, et la vieille le remarqua. Il les retira très vite. Je ne suis pas venu ici pour les lignes de la main, dit-il, regrettant maintenant d'être entré dans cette maison. Un instant, il pensa qu'il ferait mieux de payer la consultation et de s'en aller sans rien savoir. Il accordait sans doute bien trop d'importance à un rêve qui s'était déjà répété. « Tu es venu m'interroger sur les songes, » dit alors la vieille. « Et les songes sont le langage de Dieu. Quand Dieu parle le langage du monde, je peux en faire l'interprétation. Mais s'il parle le langage de ton âme, alors il n'y a que toi qui puisses comprendre. De toute façon, il va falloir me payer la consultation. » Encore une astuce, pensa le jeune homme. Malgré tout, il décida de prendre le risque. Un berger est toujours exposé au danger des loups ou de la sécheresse, et c'est bien ce qui rend plus excitant le métier de berger. « J'ai fait 2 fois de suite le même rêve, » dit-il. « Je me trouvais avec mes brebis sur un pâturage, et voilà qu'apparaissait un enfant qui se mettait à jouer avec les bêtes. Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne s'amuser avec mes brebis. Elles ont un peu peur des gens qu'elles ne connaissent pas.
Mais les enfants, eux, arrivent toujours à s'amuser avec elle sans qu'elle prenne peur. J'ignore pourquoi. Je ne sais pas comment les animaux peuvent savoir l'âge des êtres humains. Retourne à ton rêve, dit la vieille. J'ai une marmite au feu et, d'ailleurs, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu ne vas pas me prendre tout mon temps. L'enfant continuait à jouer avec les brebis pendant un moment, poursuivit le berger un peu embarrassé. Et tout d'un coup, il me prenait par la main et me conduisait jusqu'aux pyramides d'Égypte. Il marqua un temps d'arrêt pour voir si la vieille savait ce qu'étaient les pyramides d'Égypte. Mais celle-ci resta muette. Alors, devant les pyramides d'Égypte, il prononça ces mots très distinctement pour que la vieille pût bien comprendre. Le gosse me disait « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » Et au moment où il allait me montrer l'endroit exact, je me suis réveillé, les 2 fois. La vieille demeura sans rien dire pendant quelques instants. Ensuite, elle reprit les mains du jeune homme, qu'elle étudia attentivement. « Je ne vais rien te faire payer maintenant, dit-elle enfin, mais je veux la 10e partie du trésor, si jamais tu le trouves. » Le jeune homme se mit à rire, un rire de contentement. Ainsi, il allait conserver le peu d'argent qu'il possédait grâce à un songe où il était question de trésor caché. Cette vieille bonne femme devait vraiment être une gitane, les gitans sont bêtes. « Eh bien, comment interprétez-vous ce rêve » demanda le jeune homme. « Avant, il faut jurer. Jure-moi que tu me donneras la 10e partie de ton trésor en échange de ce que je te dirai. » Il jura. La vieille lui demanda de répéter le serment avec les yeux fixés sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus. « C'est un songe du langage du monde, dit-elle alors. Je peux l'interpréter, mais c'est une interprétation très difficile. Il me semble donc que je mérite bien ma part sur ce que tu trouveras. Et l'interprétation est celle-ci. Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte. Je n'en ai jamais entendu parler, mais si c'est un enfant qui te les a montrées, c'est qu'elles existent en effet. Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. » Le jeune homme fut d'abord surpris puis irrité. Il n'avait pas besoin de venir trouver cette bonne femme pour si peu, mais en fin de compte, il se rappela qu'il n'avait rien à payer. « Si c'était pour ça, je n'avais pas besoin de perdre mon temps, dit-il. Tu vois, je t'avais bien dit que ton rêve était difficile à interpréter. Les choses simples sont les plus extraordinaires et seuls les savants parviennent à les voir. Comme je n'en suis pas un, il faut bien que je connaisse d'autres arts, lire dans les mains par exemple. Et comment vais-je faire pour aller jusqu'en Égypte? Je ne fais qu'interpréter les songes. Il n'est pas dans mon pouvoir de les transformer en réalité. C'est pour cette raison que je dois vivre de ce que me donnent mes filles. Et si je n'arrive pas jusqu'en Égypte, eh bien je ne serai jamais payé. Ce ne sera pas la première fois. » Et la vieille n'ajouta rien. Elle demanda au jeune homme de s'en aller, car il lui avait déjà fait perdre beaucoup de temps. Alors maintenant, si tu le souhaites, tu peux compter de 1 à 5 pour sortir de transe, calmement, avec douceur, pour bien garder en toi tous les messages passés par cette hypnose et ce texte. Mais si tu le souhaites, tu peux continuer jusqu'au sommeil. C'est très simple. Il te faut maintenant aller en rêve où bon te semble à l'aventure. Peut-être iras-tu jusqu'aux pyramides d'Égypte. Peut-être prendras-tu ta houlette pour voyager avec tes bêtes dans l'Andalousie. Tout est possible, mais ce que ton inconscient va te souffler comme chemin, c'est celui dont tu as besoin pour aller jusqu'au sommeil. Et surtout celui dont tu as besoin pour mener une vie de plus en plus proche de celle qui t'est destinée.